Merci, Monsieur le Président. Ah oui, s'il y avait un micro, ça me... Voilà, merci. J'ai l'impression que vous n'en avez pas besoin. Oh, quand j'en ai, je peux moduler mon timbre de voix. Quand j'en ai pas, ben, je m'arrange pour être entendu. Et je voudrais avant tout remercier l'Université de Bourgogne de m'avoir invité, et particulièrement Patrick Charlot et son copain Albert Bourgi, notre commun, et puis d'autres. Et je voudrais dire que je suis rempli d'espoir en foulant l'Université de Bourgogne, en entendant tout ce que j'entends, parce qu'il fut un moment où un certain désespoir me gagnait et je me demandais s'il y avait encore des africanistes dans les universités françaises. Et en dehors de Bordeaux, je vois qu'il y en a et qu'à partir de là, il y en aura davantage. Ceci dit, je voudrais souligner qu'il n'y a pas de hasard. Vous m'avez programmé en même temps que le président Cheikh Tidiane Lam, tous les magistrats, moi je l'appelle président, parce que le magistrat de siège, il préside quelque chose, il a présidé une chambre au moins. Alors, le président, le magistrat Cheikh Tidiane Lam, a présenté un pays qui n'a jamais connu de putsch. Faisons une clarification sémantique. Il y a une évolution sémantique qui a pénétré la science politique et le droit constitutionnel de ces 10 dernières ou 20 ou 40 dernières années. En réalité, le putsch désigne les coups d'état militaires, quand les militaires effacent tout le monde et prennent le pouvoir au pronunciamento. Dans ce coup d'état, c'est ce que Napoléon a fait, et c'est ce que l'autre là, le nazi, Hitler a fait. Oui, parce que il y a coup d'état lorsque un organe constitutionnel investit un pouvoir, une parcelle de pouvoir constitutionnel, élimine les autres pour s'arroger leur pouvoir. Bon, mais aujourd'hui, on emploie différemment les autres, indifféremment l'un pour l'autre. Le Sénégal n'a jamais connu de putsch. Le Bénin, ancien Dahomey, a nagé dans les putschs tout le temps et la matière militaire comme mode de dévolution ordinaire du pouvoir nous a marqué au Bénin. Nous avons accédé à l'indépendance le 1er août 1960. Et le Bénin a été qualifié, ça s'appelait Dahomey, il a été qualifié l'enfant malade de l'Afrique. Parce que nous n'arrivions jamais à garder un gouverneur colonial plus de 2 ans. C'est la moyenne de durée d'un gouverneur colonial que la rue Odilo envoyait au Dahomey, moyenne de durée c'est 2 ans. Et il y a même eu un gouverneur qui a fait 2 semaines, 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mouvement de contestation assez puissant dans le Bénin, chez l'élite dahoméenne, à l'époque on ne s'appelait pas le Bénin. Et dès que le gouverneur arrive, un petit faux pas, il n'y a rien à perdre. Pétition partait pour Paris et on rappelait le gouverneur. Un seul gouverneur a fait 11 ans. Le gouverneur Fourne, qui est resté de 1917 à 1928, il a été l'exception. Et il s'est maintenu grâce à sa polygamie. Il s'est marié partout. Et il a fait des enfants partout. Donc quand les gens veulent faire pétition, les familles se mobilisent. Ah non, ça c'est le mari de notre fille, vous ne pouvez pas lui faire ça. Et au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France lui a confié parallèlement, il a été le seul gouverneur à cumuler 2 colonies, on lui a confié également le Togo. Donc il a été gouverneur à la fois du Dahomey et du Togo, et il a milité d'ailleurs pour la fusion
de ces deux territoires, mais ils ne pouvaient pas réussir pour une raison simple. Le Togo se trouvait sous un statut spécial de la Société des Nations, puis ensuite des Nations Unies. À l'indépendance, la moyenne de durée de chaque gouvernement était de 2 ans. On a connu un président qui a fait 20 jours, Taïro Kongaku. 20 jours. Et les militaires lui ont laissé appliquer la Constitution. Il était président de l'Assemblée nationale. Quand les militaires ont nettoyé le chef d'État et tout le gouvernement, eh ben c'est lui qui a assuré l'intérim, qui devait faire les nouvelles élections. Mais on ne l'a même pas laissé faire les 45 jours pour réorganiser l'élection. Ils l'ont enlevé au bout de 20 jours. Et un seul a fait comme Fourne et a même battu tous les records de Fourne. C'est Mathieu Kérékou, celui qui a bénéficié du putsch du 26 octobre 1972. J'ai zappé tous les autres putschs, sinon on ne s'en sortira pas. À raison de tous les 2 ans, vous voyez ce que ça fait. Donc je viens au putsch fondamental. Ce que j'appelle le putsch fondamental est celui du 26 octobre 1972. Et le grand bénéficiaire, c'est le général Mathieu Kérékou, qui est devenu chef d'État, chef de gouvernement, chef de tout. Et pour la première fois, l'armée a eu un discours programme. Voilà le programme révolutionnaire que l'on va suivre. Et puis, paf, ils ont proclamé le marxisme-léninisme, paf, ils ont créé un parti unique d'avant-garde, parti de la révolution populaire du Bénin, et ils se sont largement rapprochés de l'Algérie, d'ailleurs avec la même terminologie, ils étaient très liés, légitimité constitutionnelle, légitimité révolutionnaire, et on a utilisé ces expressions, nous aussi, exactement comme vous. Mais voilà que le marxisme-léninisme n'avait pas emporté tout le monde, et cette proclamation de marxisme-léninisme a eu aussi pour effet d'enguerrir certains qui l'étaient. Parce qu'ils se sont dit, c'est comme ça qu'on fait le marxisme, moi, je ne le suis plus. Et tout a périclité dans le pays. Et l'école. Et puis, essentiellement, l'économie. Qui, tout doucement, à partir de 1982, a commencé à décliner pour s'effondrer en 1988. L'État ne pouvait plus payer les salaires. Les étudiants, dès janvier 1989, se sont mis en grève, suivis en août par toute la fonction publique. Il n'y avait que le secteur privé qui travaillait. Le pays était bloqué. Moi, j'étais député dans l'Assemblée nationale révolutionnaire, où c'était par catégorie. Nous étions 2 à représenter les enseignants de l'université nationale du Bénin de l'époque. Et nous avons entrepris Kérékou, mon collègue professeur René Amansou et moi, et pour lui dire que son histoire a échoué de passer au libéralisme. Et il m'a fait entrer dans son gouvernement et il m'a confié le soin de préparer la conférence nationale, une conférence nationale. Et c'est ainsi que la conférence nationale s'est réunie du 19 au 28 février 1990. Je ne vais pas dire tout ce que la conférence nationale a fait, mais je retiens un seul point, c'est la Constitution. La Constitution a pris racine dans la conférence nationale et même avant la conférence nationale par les documents de la conférence nationale. Et cette constitution de 11 décembre 1990 répond exactement, pas complètement, mais exactement à ma conception de la Constitution. Et je le montrerai tout à l'heure. Ma conception de la Constitution est la suivante. Je formule cela par une expression, je dis que la Constitution est le réceptacle de l'histoire d'une nation et le socle porteur des espérances d'un peuple. La Constitution est le réceptacle
acte de l'histoire d'une nation et le socle porteur des espérances d'un peuple. Certes, j'ajoute, cette constitution, comme toute loi, peut bel et bien être un compromis, mais n'emportera pas moins les traces de l'histoire de la nation et n'emportera pas moins les espérances d'un peuple. Vous faites la différence. Nation, c'est toute l'histoire de ceux qui se sont succédés dans la terre en question. Peuple, c'est ceux-là qui sont là au moment précis où on adoptait la Constitution. C'est pour cela d'ailleurs que dans une Constitution, il peut y avoir, ou sur tel point de la Constitution, il peut y avoir des compromis. Dans la mesure où, quand vous examinez une loi, par-delà les définitions techniques générales qu'on a dans les manuels, dans les traités et dans les cours, en réalité, une loi, fût-elle même constitutionnelle, est la résultante normative des rapports de force politique. Une loi est la résultante normative des rapports de force politique. À un moment donné. En conséquence, cette constitution du 11 décembre 1990, qui provient d'un processus d'élaboration et d'adoption assez spécifique, explicite, transparent, va porter un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'espérances ou de décisions, de désirs du peuple. Examinons d'abord le processus d'élaboration et nous verrons ensuite les points clés des espérances, ou certains, parce que je ne pourrais pas tout dire aujourd'hui, et les principaux points clés qui sont sur ce socle-là portant les espérances que nous avons identifiées en 1990. D'abord, le processus d'élaboration. La conférence nationale avait été convoquée en urgence pour devancer la violence, parce qu'il y avait plus communistes que les communistes qui étaient au pouvoir. Et ceux-là se sont organisés en parti communiste du Dahomey, plus quelques celles de syndicats, et lançaient le mot d'ordre de lutte armée. Des manifestations de rue qui nécessairement allaient entraîner de la violence, puisque ça allait réprimer, et puis on ne sait jamais où ça pouvait arrêter. Et il y avait des remous au sein de l'armée. Et si la violence se déclenchait, l'armée allait se diviser en deux, et on ne pouvait jamais jurer de rien. Donc il y avait une conscience d'urgence que le président Kérékou a saisi, puisque je l'entreprenais tous les jours, on était ensemble tête à tête dans son bureau, et finalement, un point important dans la préparation de cette conférence qu'il m'avait confié, en me laissant carte blanche, libre, on était 7. Au total 7 à préparer cette conférence, et on l'a fait. Nous avons lancé l'appel à tous les citoyens béninois, à toutes les sensibilités béninoises. Nous avons employé le mot sensibilité parce que les partis politiques n'existaient pas. À toutes les sensibilités politiques, à toutes les ONG à travers le territoire et tous les Béninois qui étaient à l'étranger, de nous envoyer leurs projets de société avec leur analyse critique et autres. Nous avons reçu plus de 500 documents que nous avions traités point par point. On a extrait toutes les propositions. Eh bien, il y avait une gamme étendue de propositions constitutionnelles que les gens nous ont envoyées, et qui pour régime parlementaire, qui pour régime semi-parlementaire, qui pour le régime même d'assemblée, on en a reçu. Et nous sommes allés en conférence avec tous ces documents que beaucoup n'ont d'ailleurs pas lus. Certains ne l'ont lu qu'après la conférence nationale, parce que l'état d'âme et l'état d'esprit étaient autres. Et lorsque nous avons terminé la conférence, il y a eu une résolution, j'ai oublié de l'amener avec moi, sur là, parce que au sein de la commission nationale, nous avions eu la commission économique, on a eu une commission des affaires économiques, une commission sur l'éducation, on a eu une commission des affaires constitutionnelles, présidée par le professeur Maurice Anzoglele, et
Et à la fin de la Constitution, il y a eu la désignation par la conférence nationale elle-même des membres de la commission constitutionnelle qui, après la conférence nationale, sera chargée d'élaborer l'avant-projet de la Constitution. Et la présidence en a été confiée à Glélé-Maurice. Et une résolution a été votée par la conférence nationale qui comportait les principes essentiels, les principes généraux sur lesquels la Constitution devait se fonder. Donc il y a eu, à partir de ces travaux de la conférence nationale, un avant-projet. Nous verrons cet avant-projet, puis ensuite nous verrons le projet lui-même et comment le projet a cheminé pour aboutir à la Constitution que nous avons aujourd'hui. Alors j'ai dit qu'il y a eu des principes sur le régime politique, le système partisan, le régime électoral. Avec tous ces principes, la commission constitutionnelle élue par cette conférence a travaillé presque nuit et jour, sans arrêt. Mais avant d'entamer le travail d'élaboration de l'avant-projet de constitution lui-même, nous avions posé les armes et nous avons plongé notre esprit dans toute l'histoire du Dahomey pour dégager les tendances politiques ou les travers de la classe politique, les tendances des citoyens. Et nous avons procédé à l'analyse de l'État pour nous poser la question de quoi faire pour que l'État dans lequel nous trouvions l'État puisse changer par le biais de la Constitution. Nous avons constaté qu'en réalité, on n'avait pas d'État. Nous avons érigé d'une administration coloniale très centralisée, que nous avons érigé en État, et le citoyen se sent loin de l'État. L'État, c'est l'affaire de celui qui est élu là et qui va au pouvoir. Donc, une certaine perception patrimonialiste de l'État et de l'administration publique existait. Tant au niveau des gouvernants qui considéraient leurs charges comme leur propriété, qu'au niveau des gouvernés qui considéraient que eh bien, la charge là c'est à lui que ça appartient pendant le temps qu'il est là. Mais comment faire? Et c'est à partir de toutes ces analyses-là que nous avons élaboré l'avant-projet. Il y a eu des discussions au sein de cette commission qui comprenait 3 constitutionnalistes, 4 ou 5 privatistes, des historiens et des sociologues. Et les débats étaient intéressants. Donc nous avons abouti au sein de la commission au choix tel que nous l'avons interprété de la résolution de la conférence nationale, le choix pour un régime présidentiel. Le choix de garde-fou. Le choix pour un système électoral, parce que nous avons dans notre analyse nous avons lié 3 choses. Le régime politique, le système électoral, le système partisan. Parce qu'il faut faire en sorte que l'État puisse tourner régulièrement et qu'il n'y ait pas de crise politique tous les 3 mois. Donc nous avons combiné, nous avons décidé à la commission constitutionnelle de rédiger nous-mêmes 1. La Constitution, 2. La charte des partis politiques. Du reste, cette charte-là, c'est moi qui l'ai prise chez les Algériens, parce que dans notre espace francophone, il n'y avait jamais de loi sur les partis politiques. Le premier État qui a légiféré sur les partis politiques en termes généraux, ce fut l'Algérie, après la crise d'octobre 1988. J'ai pris leur texte, je l'ai amené à la commission préparatoire de la conférence nationale, on y a travaillé, et eux, ils avaient une faiblesse, ils n'avaient pas exclu
la religion comme base de fondation d'un parti politique. Mais nous, on l'a ajouté. On a étendu que l'ethnie, la religion ne doit pas servir de base à la création d'un parti politique. Et ces documents sont partis à la commission, ont été étudiés à la conférence nationale, puis ont été cédés à la commission des affaires constitutionnelles qui a eu à élaborer l'avant-projet, à élaborer la charte des partis politiques et à élaborer le projet de loi sur les partis politiques. Nous avons lié le tout parce que le tout concourait au fonctionnement de l'État. Et nous avons eu un débat qui a surgi, c'est la limitation de l'âge des candidats à l'élection présidentielle à 70 ans. Personnellement, je n'étais pas d'accord, j'ai été mis en minorité. J'ai été mis en minorité dans la commission. Et puis quand nous avons terminé, notre avant-projet a été passé au Haut Conseil de la République. Je suis tellement préoccupé de tenir dans l'heure et de ne pas trop déborder que je n'ai pas dit tous les organes qui sont issus de la conférence nationale. Il y a eu, la conférence nationale a élu un premier ministre qui va être chef de gouvernement. La conférence nationale a maintenu comme chef d'État le président Mathieu Kérékou qui a eu l'initiative de convoquer la conférence nationale. Puis, la conférence nationale a dissous tous les autres organes qui existaient. Donc le Parlement dont j'étais membre et vice-président de la commission des lois, le Parlement a été dissous, la Constitution abrogée et on a créé un Haut Conseil de la République, dont les membres ont été nommés séance tenante à la conférence nationale et les pouvoirs de ce Haut Conseil ont été déterminés par la conférence nationale et ils avaient le pouvoir législatif de la période de transition qui devait s'achever le 1er avril 1991. Donc, Nicéphore Dieudonné Sogolo a été élu par la conférence nationale comme Premier ministre et chef du gouvernement. Et le président de la conférence nationale, Monseigneur Isidore de Souza, paix à son âme, a été élu comme président du Haut Conseil de la République, qui joue le rôle de Parlement, avec toutes les prérogatives de Parlement. Plus, pour la période qui allait suivre à partir de l'élection 1er avril 1991, élection et installation du Parlement, à partir du 1er avril, le Haut Conseil de la République perd son pouvoir parlementaire, mais gagne un pouvoir de contrôle de constitutionnalité pour la période de transition jusqu'à la nomination des membres de la Cour constitutionnelle et à leur installation. Donc, la Constitution a été envoyée au Haut Conseil de la République qui a travaillé et a transformé l'avant-projet de la Commission constitutionnelle, il a transformé en projet. Mais, deuxième phase, vous voyez, la première phase avant-projet jusqu'au Conseil de la République. Après, maintenant, le Haut Conseil transforme en projet, mais on ne va pas au référendum tout de suite. Nous avions pris l'habitude sous la Révolution de faire ce qu'on a appelé la popularisation des textes. Quand il y a un projet de texte, on envoie des équipes partout dans les villages, sur tout le territoire national, populariser le texte, expliquer le texte et recueillir les observations des citoyens. Parce qu'on avait tenté aussi sous la Révolution, tout ce que les gens avaient fait n'était pas mauvais. Il y avait eu une tentative de démocratie à la base, là, qui était intéressant, qui a eu des aspects intéressants. Donc nous avons conservé ça. Et nous avons fait la popularisation. Le Haut Conseil de la République a envoyé des équipes partout, dans les casernes, pour populariser. Les équipes ont recueilli les observations. Toutes ces observations ont été renvoyées par le Haut Conseil de la République à la Commission constitutionnelle. Donc nous nous sommes réunis à nouveau pour analyser toutes les observations reçues et en tenir compte. Mais l'observation la plus importante dont nous avons tenu compte, la voici. Lors de la popularisation dans les casernes, les militaires ont dit, parce que nous, dans notre projet, nous avions mis que tout militaire qui est élu à une charge démissionne aussitôt de sa fonction. Nous, c'est ce que nous avons pensé. Mais toutes les casernes à l'unanimité disent, ah non, jamais. Puisqu'on a introduit les militaires de base, ah, jamais.
Il faut qu'il démissionne avant d'être candidat. Parce que s'il est candidat et qu'il s'en va là-bas se faire battre, il va être tenté de les mettre, eux, en mouvement pour faire un putsch. Donc, la Constitution, au jour d'aujourd'hui, comporte un interdit fait pour tout militaire, puisque nous, on a été habitués au putsch, donc nous faisons tout pour qu'il n'y ait plus de putsch. Tout militaire qui veut être candidat à quoi que ce soit démissionne de l'armée d'abord. Et il a droit à sa pension proportionnelle. Quelle que soit l'élection. Vous démissionnez, c'est écrit dans notre Constitution. Et donc quand nous avons terminé, nous l'avons envoyé au Haut Conseil de la République qui a transformé cela en projet. Et ce projet a été soumis à un référendum le 2 décembre 1990. Mais ce référendum était spécial. C'était un référendum à 3 questions. Les 3 questions étaient représentées par 3 couleurs: rouge, blanc, vert. Rouge, vous votez non à la Constitution. Blanc, c'est oui. Et vert, c'est oui, mais. Alors, je vais expliquer le nom est toujours compliqué. Le oui, mais. Le oui, mais porte sur les 70 ans. Puisque nous avions fixé l'âge limite. L'âge limite pour être candidat à l'élection présidentielle, c'est 70 ans. Vous partez de 70 ans, vous ne pouvez plus être candidat. Il faut avoir de 40 à 70 ans. Pour être âge plancher, 40 ans, âge plafond, 70 ans. Alors certains d'entre nous étions contre. Moi, j'étais contre cette limitation d'âge. J'ai 75 ans aujourd'hui, j'ai encore un peu de feu. Ça se voit, non? Bon, mais je peux bien candidat à l'élection présidentielle. Bon. Et donc j'étais contre. Mais c'est une question de santé de chaque individu. Il y en a qui à 40 ans sont déjà fous. Et d'autres à 75 ans ou 80 ans sont encore jeunes dans l'esprit. Bon, alors donc, on nous a donné l'occasion du bulletin vert. Et j'ai fait campagne pour le bulletin vert. J'ai été battu. Le bulletin blanc a triomphé. Et aujourd'hui, je dis on ne touche pas. Donc voilà pourquoi ce référendum était référendum à 3 questions. Ce n'est pas courant. Les 3 réponses sont rouge, blanc et vert. Maintenant, voilà que la Constitution a été promulguée le 11 décembre 1990. Quels sont les points essentiels où l'espoir, le nouvel espoir du peuple a été concentré? Le tout premier point, c'est les droits de l'homme et les libertés. Vous comprenez pourquoi je ne veux pas, je n'ai pas voulu donner le tableau qui a précédé cette conférence nationale, sinon je vais être trop long. La Constitution qu'il y avait sous la période révolutionnaire était bien faite, hein, il y avait une unité parlementaire. Mais régulièrement, si ça ne plaît pas au gouvernement, vous pouvez être député là, assis, dans l'hémicycle, on vient vous prendre. Et vous allez être enfermé au camp. Bon, donc, il fallait donner l'importance aux droits de l'homme. Et alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons carrément, en connaissance de cause, nous savions que tout instrument international de droits de l'homme ratifié par le Bénin s'applique automatiquement. Et même non ratifié. Parce qu'il y a une jurisprudence de la Cour internationale de justice qui dit que pour un traité d'ordre général, dès lors qu'il est adopté, que ce traité est adopté par un organe général des Nations Unies ou de l'organisation, les principes contenus peuvent être invoqués comme principe général du droit. Et je l'ai fait dans certains varies. Et nous le savions, mais nous nous sommes dit on doit éduquer davantage, contraindre davantage la main aux gouvernants. Et dans le préambule de la Constitution et par l'article 7 de la Constitution, nous avons décidé, cette Constitution a décidé que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie intégrante de la Constitution, est complètement intégrée à la Constitution.
Deuxième point en matière de droits de l'homme, c'est le devoir pour l'État. Ça, c'est l'article 40 de la Constitution qui le prescrit. L'État a le devoir d'éduquer et d'enseigner aux citoyens la Constitution et les droits de l'homme. Et la Constitution spécifie qu'il faut éduquer le citoyen, qu'il faut l'enseigner, et la Constitution et les droits de l'homme aux membres des forces armées et aux membres des forces de sécurité publique. Mais avant l'adoption de cette Constitution, j'avais deux de mes anciens étudiants qui étaient commissaires de police et qui sont été nommés directeurs adjoints de l'école de police. Eux, immédiatement, puisque le cours, je l'avais introduit à la faculté, et ils ont introduit ce cours à l'école de police. Mais aujourd'hui, toutes les autres écoles de l'armée, gendarmerie, ils intègrent quelques enseignements sur les droits de l'homme et sur la Constitution. De temps en temps, ils m'ont fait appel pour aller expliquer certaines choses. La troisième chose, la troisième chose à ce niveau, c'est l'article 19.2 de la Constitution. Et je dois vous en donner lecture qui dit ceci. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Devoir de désobéir. Et enfin, est institué pour tous les citoyens la saisine directe de la Cour constitutionnelle, plus une autosaisine par la Cour constitutionnelle en matière des droits de l'homme. La Cour n'a le droit d'autosaisine que dans deux cas. Lorsque les droits de l'homme sont violés, la Cour peut s'autosaisir. Et en matière d'élection présidentielle, la Cour peut s'autosaisir sur des irrégularités qu'elle aurait pu constater par elle-même. Voilà pour les droits de l'homme. Deuxièmement, l'état de droit et la stabilisation des institutions. État de droit et stabilisation des institutions. Je vais accélérer un peu parce que je vois mon président se patienter. Non, mais c'est maniable de ma part. Ah, ça va, bon. Alors, l'état de droit, il faut la définir, n'est pas seulement la conformisation des comportements et des actes à la loi, mais c'est également la conformisation des lois et règlements aux droits de l'homme. Je m'explique. Sous le régime d'apartheid en Afrique du Sud, c'était des lois qui ont instauré l'apartheid. Lorsque tout le monde se conforme à cette loi, on va dire que c'est l'état de droit. Mais non, puisque ces lois-là ne sont pas conformes aux droits de l'homme. Donc c'est les deux volets pour qu'il y ait état de droit. Donc le premier volet, je l'ai balayé tout à l'heure en matière de droits de l'homme. Mais ce qui est essentiel, on a confié des pouvoirs importants à la Cour constitutionnelle à ce niveau, je reviendrai dessus. Alors, pour la stabilisation des institutions, le premier point clé dont est porteur notre Constitution comme espérance de notre peuple, c'est de mettre des barrages au putsch. Au putsch. J'ai dit tout à l'heure que tout militaire qui veut être candidat démissionne de l'armée. Mais j'ajoute maintenant que il y a deux articles, les articles 65 et 66, qui condamnent tout putsch et qui prescrivent des mesures à tout citoyen. L'article 65 dit que tout putsch, renversement de gouvernement par la force, mercenariat ou autre, eh bien, est considéré comme une forfaiture et un crime contre la nation et l'État et sera sanctionné conformément à la loi. Mais l'article 66 est très intéressant. En cas de coup d'État, de putsch, d'agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel, a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits
le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Voilà une disposition qui met en état d'alerte tout le monde si jamais il y avait un push. Deuxième niveau, c'est au niveau de l'exécutif. Nous avons créé un régime présidentiel, mais nous avons limité le mandat du chef de l'État à 2, pas plus, 2 mandats, point trait. Et il est formellement interdit de faire plus de 2 mandats. Deuxième chose, il a été créé différents organes de contrepoids. Le plus redoutable de ces organes, c'est la Cour constitutionnelle, bien entendu. Mais il y a d'autres organes. Il y a le moins dangereux, c'est l'organe consultatif, Conseil économique et social. Ça ne menace personne, ça donne des avis. Et il y en a un qui est un peu plus redoutable, c'est le Haut Conseil de l'audiovisuel et de la communication, qui a la charge, d'une part, de protéger la liberté de la presse et d'autre part, de sanctionner les écarts que les opérateurs de presse peuvent être appelés à commettre. Et la HAC a un troisième devoir. Ceux qu'on nomme à la tête des organes de presse d'État, eh bien, sont sélectionnés et proposés à la nomination par décret par le Haut Conseil, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et au niveau de l'exécutif, notre analyse nous a conduit à rechercher pourquoi les chefs d'État, les présidents n'aiment pas quitter la présidence. Bon, et l'une des raisons, c'est qu'ils ont peur qu'ils soient malheureux après, ou qu'on les poursuive pour ceci ou cela. Bon, mais on ne peut pas continuer puisque le premier Mathieu Kérékou a bénéficié d'amnistie tout de suite pour le rassurer, pour qu'il s'en aille, qu'il quitte le pouvoir. Bon, ça l'a rassuré, il a quitté, mais comme il avait une aura très large, bon, il est revenu régulièrement élu, et il a fait 2 mandats. Bon, pour les 2 mandats là, il n'a plus d'amnistie. Mais nous avons estimé que la misère dans laquelle un chef d'État quittant le pouvoir peut se retrouver, mais ça peut aussi les décourager à quitter le pouvoir. Et nous avons, au niveau de l'article 40 de la Constitution, décidé qu'une pension sera attribuée aux anciens présidents de la République, mais seulement et exclusivement aux anciens présidents régulièrement élus selon la présente Constitution. Sinon, tous les putschistes vont l'appliquer pour demander pension. On ne voulait pas faire ça. Donc, ils ont une pension, ils ont une voiture de fonction donnée par l'État, un chauffeur, un ou 2 gardes-corps. Donc, ils gardent un minimum et cela les encourage à partir. Et au niveau du Parlement, c'est une sorte de revalorisation du Parlement que nous avons. Nous avons opéré une revalorisation du Parlement. Parce que jusque-là, vous vous en doutez, le Parlement était juste une garniture qui était là. Et quand le patron, leader tout-puissant du parti et de l'exécutif, et commandant tout dans le pays, dit allez voter ça à gauche, tout le monde votait à gauche, allez voter ça à droite, tout le monde votait à droite, c'était un parlement aux hommes. Moi j'ai par entêtement fait ce genre de parlement, mais je vous assure que ce ne fut pas facile. Et je rends grâce à Dieu d'en être sorti vivant, et d'en être sorti vivant aussi de la préparation de la conférence nationale. Et alors, nous sommes préoccupés de valoriser l'Assemblée nationale par quelques petites mesures. Première mesure, le président de la République prend l'avis consultatif de l'Assemblée nationale pour la nomination des ministres. Avis consultatif. Deuxième mesure, nous avons créé dans la Constitution le crime d'outrage à l'Assemblée nationale, article 73. Le chef de l'État, l'exécutif peut commettre le crime d'outrage à l'Assemblée nationale lorsque l'Assemblée nationale interpelle le gouvernement. Que le gouvernement reste 30 jours sans répondre, eh bien, l'Assemblée peut saisir la Cour constitutionnelle qui le contraste et on renvoie directement le président devant la Haute Cour de justice. J'ai oublié de signer la Haute Cour de justice. L'ordre du jour du Parlement est arrêté par le Parlement lui-même. Et puis,
Et il y a une disposition au cas où le chef de l'État refuse de promulguer. Mais parallèlement à cela, nous avons inscrit dans la Constitution une série de valeurs. Parce que l'administration publique ne marchant pas bien, aux articles 33, 34, 35 et 36, il y a un certain nombre de valeurs de respect de l'homme, de l'engagement, de la compétence avec laquelle il faut travailler. Et la Cour constitutionnelle applique l'article 35 qui exige de toute personne nommée à une fonction ou élue à un poste politique de remplir cette fonction avec compétence, dévouement, loyauté, etc., etc. Et des gens sont sanctionnés, y compris les avocats sont sanctionnés sur la base de l'article 35 de la Constitution. Voilà ces valeurs-là. Maintenant, le contrôle de constitutionnalité, le président me talonne, contrôle de constitutionnalité et révision de la Constitution. Bon, les compétences de la... Je ne parle pas de la nomination des membres de la Cour, mais les compétences de la Cour sont très larges. J'ai dit tout à l'heure que les saisies individuelles et même l'autosaisie en matière de droits de l'homme sont... Mais la Cour contrôle la conformité des lois à la Constitution. Veille à la régularité des élections présidentielles et législatives. Mais surtout, la Cour a une redoutable fonction. Réguler, veiller à la régularité, au fonctionnement régulier des institutions de la République. Ce qui amène la Cour à s'occuper du fonctionnement des organes publics et de leurs activités. Les règlements intérieurs de toutes les autres assemblées sont soumis à la Cour. Alors, pour ce qui est de la révision de la Constitution, à la date d'aujourd'hui, aucune révision n'a encore eu lieu. Aucune. La révision est prévue par les articles 154, 155, 156 de la Constitution. Il faut que le texte constitutionnel soit voté à une majorité de 3/4 des membres composant l'Assemblée. 3/4. Pour que la révision puisse être prise en compte. Et à partir de ce vote, des 3/4, on peut aller au référendum. S'il n'y a pas les 3/4, le texte ne va pas au référendum. Le texte est refoulé. Sauf si le vote a lieu au 4/5e, des membres, le texte sera adopté sans référendum. Et c'est très difficile à atteindre parce que le Parlement est élu à la représentation proportionnelle avec plus fort reste. On l'a fait exprès. Pour que tout le monde, donc c'est difficile d'atteindre 4/5e ou 3/4 ou 4/5e. Mais on ne sait jamais. Il y a eu des tentatives indirectes. Des tentatives indirectes d'amender. Et la Cour constitutionnelle a pris un certain nombre de décisions pour censurer. En 2006, l'Assemblée nationale a décidé de proroger son mandat. Alors que la Constitution a fixé la durée du mandat à 4 ans. Eh bien, cette décision a été censurée par la Cour constitutionnelle par décision DCC 06-074 du 18 juillet 2006, qui a affirmé que pour toucher la Constitution, il faut le consensus. Deuxième tentative, en 2010, les députés ont décidé d'augmenter le nombre des députés. Il est vrai, la Constitution a renvoyé le nombre des députés à la loi. Mais la Cour constitutionnelle, par décision DCC 10-117 du 8 septembre 2010, DCC 10-117 du 8 septembre 2010, a sanctionné parce qu'il n'y a pas eu le consensus et ensuite ça crée des charges financières supplémentaires et il faut que le gouvernement soit d'accord. Et enfin, non pas enfin, il y a eu une loi sur le référendum. Il y a eu un projet de loi sur le référendum qui a été soumis au contrôle de constitutionnalité de la Cour. Et la Cour constitutionnelle, par décision 11-067 du 20 octobre 2011, a ajouté, tirant des principes de la Constitution nationale, de la Conférence nationale, a ajouté 2 points clés qu'on ne doit pas modifier ni par référendum ni d'aucune manière dans cette loi.
la limitation des mandats n'est pas modifiable, n'est pas révisable. Et le régime politique non plus. Alors, il y a quelques autres décisions que je laisse de côté. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a une procédure. Il y a une procédure de révision constitutionnelle engagée par le gouvernement et qui est en discussion aujourd'hui devant la commission des lois. Je suis obligé de sauter tout pour passer à la conclusion. La conclusion, c'est que il ne faut pas se faire d'illusions. La construction d'une démocratie est une pratique, une expérience, un vécu de longue durée jusqu'à ce que on intériorise, on s'approprie les réflexes de démocratie. Parce qu'on les accorde encore les stigmates du parti unique de régime de dictature, aussi bien chez les gouvernants que chez les gouvernés. On a encore du travail. Deuxièmement, c'est que si l'ère de 1990 a ouvert la démocratie, la faiblesse des économies et l'endettement y ont été pour quelque chose. Quelqu'un l'a dit hier rapidement, je ne sais plus qui. L'économie y a été pour quelque chose. La démocratie seule ne nourrit pas son homme. Si le développement économique ne suit pas, ça va retarder la consolidation de la démocratie et ça peut donner lieu à toute forme de déviance. Troisième point, c'est que les pèlerins de la Constitution, on a parlé des instruments internationaux hier, mais on n'a pas parlé de la déclaration de Bamako, ni précisément du protocole additionnel de la CEDEAO. Moi, j'ai été un pèlerin des instruments internationaux. Pourquoi? Bipoun Voum avait écrit il y a 45 ans à peu près. Il a écrit droit international africain. Il a écrit que tout problème africain devient très vite international. C'est internationaliste très vite. Je peux vous dire que moi, pour contraindre le régime au Bénin, j'ai fait complot avec les ambassadeurs. On s'est réunis en août 1989, j'étais déjà au gouvernement et j'entreprenais déjà quelque chose pour la conférence nationale. Il m'avait pas pour quelque chose de ce genre, je n'avais pas dit conférence, c'est lui qui m'a donné le mot conférence nationale. Et je voulais, comme le gouvernement cherchait de l'argent pour payer les salaires, et bien ceux chez qui on devait prendre l'argent, moi je les ai mis dans mon cou. On s'est réunis à minuit à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne. Il y avait l'ambassadeur d'Allemagne, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et le représentant local de la Banque mondiale. Et nous avons ficelé ce qu'on a pu ficeler et ça a donné ce que ça doit donner. Ensuite, j'ai sillonné le monde pour rédiger des textes pour que les espérances là dont je viens de parler soient dans des textes internationaux pour qu'on puisse les opposer à tout gouvernant béninois ou d'un autre pays qui voudrait aller à gauche, à droite. En conséquence, la communauté internationale, elle nous est utile, puisque nous allons la chercher nous-mêmes. Mais par contre, toutes les constitutions dahoméennes avaient été rédigées par mes maîtres de l'université, comme on appelait, qui allait 3 jours, deuxième constitution et parfait. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes, et nous seuls. Et lorsque on a commencé la conférence, on devait rédiger la constitution. J'ai reçu sollicitation de la Banque mondiale, j'ai reçu du PNUD, j'ai reçu de la francophonie, j'ai refusé. J'ai dit non. Il y a au moins 3 anciens de droit constitutionnel dans la commission. S'ils ne peuvent pas offrir une condition à leur pays, ce n'est pas la peine. Voilà, je m'arrête là, brusquement, pour ne pas... Non, mais, mon cher collègue, vous ne faites pas de peine, ni à l'amphithéâtre.